François Bon, tiers-livre, les cycles ateliers d'écriture. On s'est embarqué dans une expérience qu'on n'a jamais faite encore spécifiquement, celle du récit de voyage. On est parti avec un prologue. L'idée, c'était de scansion de noms propres. Tous ces noms propres qui font rêver ou qui continuent de nous faire rêver après qu'on y soit allé. Et cette double scansion, je l'avais appuyée sur la série des noms propres dans Prose, sur le transsibérien et les modalités syntaxiques. J'étais à Moscou, dans la ville des 3 clochers, des 7 clochers, des je sais plus. Et on y est déjà dans le voyage. On y est parce que cette incantation de langue, elle est déjà voyage intérieur. Évidemment, puisqu'on fait de l'écriture et pas du tourisme. Alors là, maintenant, embarquement. Et on va prendre l'idée au sens strict. Alors ce cycle, je l'ai appelé le double voyage. Et ça, je veux m'y tenir. L'importance pour moi étant d'explorer, non pas une question de réel et d'imaginaire. Laissons ça. Mais d'explorer ce qui, dans la réminiscence, dans la convocation mentale ou l'anticipation mentale, joue un rapport légèrement différent au réel, selon qu'il s'agit de cheminer vers la réminiscence, qui n'est pas acquise, ou de fabriquer du réel fiction. Dans les deux sens, des deux côtés de la frontière, il s'agit d'un chemin, il s'agit de mêmes éléments, de convocation et de fabrication mentale, et de faire surgir une illusion de réel à partir de souvenirs, à partir d'anticipation, depuis notre profération mentale. Et là, je suis fidèle à ce qui est pour moi, pas un bréviaire, on passe ça comme ça, mais cette forme-là de cristallisation qui est permanente dans la philosophie, bon, probablement depuis la caverne de Platon, mais en tout cas que Gilbert Simondon décortique en tant que tel dans ce livre-là, ce cours de 64 qui s'appelle Imagination, Invention. Non, 65-66, excusez, l'imprécision. Alors concrètement, ça veut dire quoi pour nous ? Je voulais annoncer, ce que je souhaite, c'est que chaque participant, participante, écrive pour chaque proposition 2 textes. Évidemment, il n'y a jamais rien d'obligatoire. Évidemment, il n'est pas question de se forcer à quoi que ce soit. Quelquefois, vous serez embarqué là, d'autres fois, vous serez embarqué là, mais de se poser toujours en amont, et en tout cas moi, dans mes propositions, cette frontière et ce double chemin qui résonne de la même façon entre réel et langage, sauf que dans les 2 cas, c'est ce que vous écrivez qui suscite effet de réel par la représentation, sauf que dans un cas, on va la construire depuis la réminiscence, et que de l'autre côté, on la construit depuis un imaginaire personnel, un imaginaire collectif, des lectures. Eh bien justement, c'est ce que je veux débroussailler. La propulsion devant soi d'une impression de réel et de voyage, elle est permanente dans la littérature. Est-ce que Melville, puisqu'on va en parler, est allé chasser la baleine à l'autre bout du monde ? Alors, de façon matérielle, si vous participez, vous publiez vos textes sur notre plateforme collective. J'avais suggéré, par exemple, que chacun développe un voyage plus lié à l'expérience réelle, développe un voyage plus lié à l'anticipation et l'imaginaire. Ça, on va franchir une étape. L'étape, elle vient de ce qui s'est écrit dans le prologue. Certains ont effectivement lancé 2 filières de textes séparées. Super, très bien. Dans ce même médium, média, support, qui est de nature pour l'instant uniquement électronique, mais c'est le fait de publier qui le détermine. Donc dans cette même publication sur la plateforme WordPress, ou un fichier sur votre traitement de texte, un fichier unique et pas 2, eh bien, les 2 dimensions s'entrecroisent, s'entremêlent avec des effets de mise en page. Alors ça, on va le chercher en même temps. C'est pas
ne s'agit pas de ma part de dire faites comme ci, faites comme ça, faites vos 2 fichiers et nourrissez-les. Non, on va laisser ça s'organiser, puisque justement, c'est ça qui va nous permettre de réfléchir à ce que désigne Simondon entre imagination, invention, chercher à l'intérieur ce qu'on projette à l'extérieur. Et ça, on s'y accroche d'autant plus que quoi? Mais il s'agit d'un voyage, il s'agit d'un mouvement, il s'agit d'une dynamique. Et là, techniquement, ça va nous changer le récit. Oui, vous pouvez faire 2 fichiers séparés, 2 entités blog séparées. Oui, vous pouvez faire une seule entité sur fichier ou sur blog, mais vous gardez pour vous séparer les 2 instances, simplement. Et là, il faut qu'on s'y tienne strictement. Moi, je parlerai réel, imaginaire. Mais vous, un seul fichier avec 2 voyages qui se croisent, ou 2 fichiers avec 2 voyages distincts, une entité blog avec les 2 voyages qui se mêlent, ou 2 entités blog séparées, vous n'avez pas le droit de dire réel, imaginaire. Et nous qui vous lisons, n'avons aucun élément fiable pour savoir ce qui est réel, ce qui est imaginaire. Appelez ça voyage 1, voyage 2, ce que vous voulez. Reprenez ce que vous avez fait sur le prologue et éventuellement gommez cette frontière. Proposition 1, proposition 2, et ça nous suffira. Et maintenant, on s'embarque. Alors justement, au sens strict, s'embarquer. Alors la première idée que j'avais eue, c'est Les Nuits d'octobre de Gérard de Nerval. Et on reviendra de toute façon à ces questions de nuit, de nocturne, ça c'est pas un problème. Nerval va être là, évidemment, mais c'est juste cette petite chose-là dans Les Nuits d'octobre, c'est-à-dire que Nerval s'en va en Allemagne. Pour s'en aller en Allemagne, il prend la ligne de train, encore toute neuve, de Paris à Strasbourg. Et ce train qui part de Paris à Strasbourg, il ne s'agit pas de le louper, mais il part de très bonne heure, à 4 heures ou 5 heures ou 6 heures, je n'ai même pas relu pour aller vérifier. Mais en tout cas, là, on est là, le soir, il est vers 11 heures, minuit. Au matin, allez, disons 6 heures, on doit prendre le train pour Strasbourg, et puis de Strasbourg, on cheminera ensuite à travers l'Allemagne. Eh bien, est-ce qu'on rentre chez soi se coucher? Bon, ça ne vaut pas le coup. Donc, tout le récit qui s'intitule « Les Nuits d'octobre », c'est par le fait qu'au tout petit matin, à l'aube des mouches, comme disait Rabelais, on doit être présent à la gare qui ne s'appelle pas encore Gare de l'Est, pour prendre le train pour Strasbourg. C'est un récit d'avant-voyage, un récit d'embarquement. Est-ce que c'est quelque chose de spécifique à Nerval? Ben non. C'est-à-dire que dans une énorme masse des récits de voyage que là j'ai pu convoquer, balader, et puis c'est une bibliothèque spécifique qu'on va explorer à mesure qu'on va avancer dans ce cycle, la nuit d'avant est quasiment un archétype. Comment commencer un récit de voyage? Où commence le voyage? Eh bien, dans une quantité énorme de livres, une proportion énorme, le voyage commence en amont. Le voyage commence avant qu'on l'ait commencé. Et c'est une manière de commencer. Alors prenez les contre-exemples. On ira voir bien sûr du côté de Carole Dunlop et Julio Cortázar, les autonautes de la Cosmoroute. Comment ne pas rouvrir ce livre? Eh bien, lui, il y a une intro sur les discussions, alors l'avant, est-ce que c'est la nuit d'avant? Non, c'est les préparations, c'est ce qu'ils embarquent, qu'est-ce qu'ils prennent comme matériel, qu'est-ce qu'ils font comme course, qu'est-ce qu'ils prévoient, puisqu'ils ne vont pas quitter l'autoroute pour lutter contre le scorbut, une discussion sur la choucroute, non mais... Et puis, une fois ce prologue terminé, qui n'est pas la nuit d'avant, qui est simplement leurs intentions, leur préparation. On a une page qui s'intitule « L'expédition »
Et puis, ça y est, dimanche 23 mai, 14h12, quelque part dans le 10e arrondissement, sous la pluie, dernier détail, révision de la cargaison, ravitaillement en eau dans le jerrycan, 14h25, départ sous la pluie, 14h44, 14h47, l'autoroute du Sud. Là, il n'y a pas, chez Dunlop Cortazar, autonote de la Cosmoroute, de nuit d'avant. Un autre classique qui forcément sera sur notre table aussi. L'usage du monde, Nicolas Bouvier. Bien tout d'un coup, ça commence, on est à Belgrade. Le voyage a déjà commencé. Donc ce que je vais vous proposer n'est pas une obligation. Par contre, je vous ai parlé de Nerval, mais prenez Moby Dick. Où et quand commence Moby Dick? Le narrateur est à Nantucket. Même pas sûr que Melville y soit allé. Il s'est servi plutôt de New Bedford, c'est-à-dire dans le Massachusetts, près de Boston, ce port baleinier où il y a aujourd'hui toujours ce musée baleinier qu'il a visité et où les bateaux partaient à Nantucket. Et là, à Nantucket, on finissait l'équipage, les cargaisons et on partait pour les très longues expéditions. En tout cas, le narrateur, c'est le soir, il prend sa chambre à l'hôtel et on le colle dans le lit de ce Queequeg qui va évidemment être un ressort fabuleux pour l'ensemble du livre. Mais Moby Dick commence par la nuit d'avant l'embarquement. Et ça, si vous allez farfouiller dans vos livres, vous verrez qu'on a un archétype extrêmement, extrêmement répandu et vivant. En tout cas, nous, c'est ce qu'on va faire. Alors, la nuit d'avant, à la limite, il suffirait de ça. Mais vous savez qu'ici, on ne se contente jamais de choses comme ça. J'ai pris un gros bouquin. Plus de 500 pages. Éloge des voyages insensés. Vassili Golovanov, je suis un peu triste parce qu'il est juste décédé il y a 7 ou 8 mois, je crois, en tout cas en 2022. C'est quelqu'un que j'ai croisé, on a lu ensemble des fragments de ce livre, il y a encore les petits post-it là dans le mien. C'est c'est un livre extrêmement fort parce que justement, cette question de frontière que j'exprime ici avec mon Simondon, où est-ce qu'elle est chez lui? C'est une idée abstraite. Hein. Là, tout au nord, dans l'océan, dans la mer Arctique, il y a une île ronde. Cette île ronde, sur les cartes, il n'y a rien dessus. Eh bien, il décide d'aller explorer cette île ronde. C'est-à-dire que le récit est aussi bien l'enquête, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Pourquoi je vais là-bas? Pourquoi j'ai en moi cette pulsion d'aller vers cette île ronde? Et évidemment, ensuite, le séjour même, donc se confronter à la réalité de cette île ronde. Il n'y a rien sur la carte, mais on en tire 500 pages de récits, et c'est un livre, pour moi classique. Eh bien, dans la traduction d'Hélène Châtelain, chez Verdier, c'est paru en 2008, si je ne me trompe pas. Par quoi commence le texte Golovanov? Eh bien, la nuit d'avant. Et ça, je vous le mets dans les documents joints. Il y a quelque chose qui me fait vous inciter plus que fortement à ce que vous le lisiez. C'est un double flashback. On commence effectivement par la nuit d'avant. Quand ce sera l'aube, on ira s'embarquer. Mais ensuite, il y a un retour en arrière sur les motivations du voyage, sur les premières enquêtes et tout ça. Et ensuite, on se retrouve dans la continuité de la toute première ouverture, c'est-à-dire l'embarquement et le départ. Mais là, dans ces 4 premières pages, dans la chambre d'hôtel glaciale sous 2 couvertures en caleçon de laine, nuit, point, pluie derrière la fenêtre, point, pourquoi, point d'interrogation, pourquoi tout cela, point d'interrogation, envie soudaine de manger, de prendre une douche chaude, qu'est-ce que je cherche? L'île, elle a été découverte bien avant moi. L'île, mon invention saugrenue. Vous voyez comment cette frontière, on y est en plein. Pas besoin de rêver longtemps pour se représenter ce qu'il y a là-bas.
Ben ouais, se représenter ce qu'il y a là-bas, là on est dans la projection imaginaire. Étendue plate, toundra, ciel gris, bas, creusé en labour de nuages sombres, soleil terne, blafard, toujours caché. On est d'emblée dans une poétique de la prose. Simplement, quand il écrit ça, il est censé, la nuit d'avant, se représenter ce vers quoi il va. Par contre, dans les 500 pages, tout ce qu'il va décortiquer, même si ça ne s'éloignera pas de cette toundra, de ce soleil pâle, de ce ciel gris, d'herbes chétives tremblant dans le vent, odeur d'humidité partout, des marécages, le bord de mer qui ne sent que l'argile, car l'eau, on ne sait pourquoi, ne sent rien, jaune, glacial. Et tout de suite, là, on lance la masse, on lance la matière. Et ça, je vous incite aussi à le faire. On a commencé par les noms, avec la scansion de ce qu'on avait pris à prose pour le transsibérien. Et bien là, on va lancer cette matière. Tenez, je vous le refais. L'île, mon invention saugrenue, pas besoin de rêver longtemps pour se représenter ce qu'il y a là-bas, étendue, plate, toundra, ciel gris, bas, creusé en labour de nuages sombres, ciel gris, bas. On a travaillé certaines séances sur les ciels creusés en labour de nuages sombres, soleil terne, blafard, toujours caché, herbes chétives tremblant dans le vent et fleurs de camomille, apothéose de la floraison estivale, odeur d'humidité partout des marécages, et le bord de mer qui ne sent, vous mettrez vous, les odeurs, que l'argile, car l'eau, on ne sait pourquoi, ne sent rien, point, jaune, virgule, glacial. En même temps, il écrit ça bien après le voyage. Le livre, évidemment, est une recomposition du voyage. Donc on recompose, après le voyage, ce qu'on imagine avant de partir. Comment on peut le recomposer? En faisant abstraction de ce qui vous en reste. Et là, ces phénomènes-là, on y est, dans cette complexité de l'écriture qui fait les grands livres. Alors, je vous ai mis les 4 premières pages du livre. Et vous verrez tout à la fin de ce fragment l'ouverture d'éloge des voyages insensés de Vassili Golovanov. Cette phrase, pour moi, totalement incroyable. Il parle de 2 livres, seulement 2 livres qui l'emmènent avec lui. J'ai pris avec moi 2 livres, le journal, on en sort du journal, de Mikhail Prishvin, et le recueil des merveilleux récits de Boris Chergin sur les maîtres du Grand Nord, les constructeurs, les navigateurs, les conteurs, les charpentiers, les pêcheurs, les artisans. Je ne connais pas, ni l'un ni l'autre. Par contre, il reprend donc pourquoi Chergin. Depuis des années, écrit Chergin, je note le langage parlé, surtout chez moi, là où je suis né, dans les terres de l'ancienne province d'Arkhangelsk. Vous chercherez où c'est sur la carte à Arkhangelsk. Il y a un livre de Simenon qui se passe à Arkhangelsk aussi. Je débusque les perles du langage cachées sur les vapeurs et les goélettes, sur les quais, les rives des fleuves à chansons de notre Grand Nord. Golovanov, à ce moment-là, a cette phrase. La lecture de Chergin laisse un sentiment d'incroyable cohérence, d'intégrité. Je veux bien. Nulle part même, dans les pages de son journal, on ne trouve ces fêlures, ces cassures, dont l'absence est désormais inconcevable chez un écrivain d'aujourd'hui. Je le laisse libre de son jugement, il n'est pas question de le contester, quoi que ce soit. Simplement, nulle part on ne trouve ces fêlures, ces cassures. C'est-à-dire pour voyager, dans l'embarquement, en amont, il y a fêlure, il y a cassure. C'est pas Cortázar qui va nous démentir. Donc ce qu'on va écrire dans l'embarquement, c'est où elles sont, ces fêlures, ces cassures. Quelle est cette bascule? Quel est ce friable qui fait qu'il y a ce besoin de partir? Fêlure, cassure, dont l'absence est désormais inconcevable chez un écrivain d'aujourd'hui. Je le laisse libre de son jugement. Simplement, lui, ça veut dire quoi? En tant qu'écrivain d'aujourd'hui, partout dans ces 500 pages, arpentant cette île ronde, quasiment déserte, il va y avoir cette recherche devant soi de ce qu'on porte en amont de fêlures et de cassures.
On se retrouve là dans la toute dernière page du petit fragment d'ouverture que je vous ai mis en pièce jointe. Ces voyages lui ont appris bien des choses qui lui ont permis plus tard de guérir son mal-être, de s'accomplir. Est-ce qu'il s'agit pour nous de guérir? Non. Voilà. Alors, ces 4 pages-là de Golovanov, s'il vous plaît, elles sont cette durée. Et c'est quoi la nuit? Il n'y a rien à voir. Simplement, il y a toutes les sensations physiques. Or, les sensations physiques sont déjà aspirées par l'embarquement, c'est-à-dire le juste après. On est déjà construit ou convoqué à l'intérieur de soi-même par le voyage. Simplement, il n'y a pas de voyage, puisqu'il s'agit de la nuit d'hôtel avant de partir. Et là, ce que je vous demande. J'ai mis un autre fragment, l'Acacia, Claude Simon. Juste là pour la forme, une forme compacte. Et c'est la compacité qui va vous permettre, contrairement à Golovanov qui travaille avec des paragraphes très précis, d'aspirer cet intérieur de soi où il y a, dans la masse qu'on va aspirer, aussi les fêlures, les cassures. Alors, l'Acacia, c'est que c'est un livre 1989, c'est, je crois, le dernier livre avant le prix Nobel. C'est le premier livre où on a commencé à voir gémir les universitaires du nouveau roman en train de dire « Oh, pauvre Simon, avec l'âge, il devient autobiographique. » Non, c'est pas ça. Tu parles de quoi? Tu dessines. Je commence un livre. Comment je commence un livre? La main dessine là où je suis. La table. Sur la table, la feuille blanche, la fenêtre, et de l'autre côté de la fenêtre, l'arbre. La main dessine l'arbre. Et bien ça y est, la main est déjà dans le Graphein, comme disaient les Grecs. Je ne parle pas grec, mais dans Simondon, il y a beaucoup de choses comme ça. C'est-à-dire on est déjà dans le geste. Parce que Flusser aussi nous enseigne. On commence le geste par quoi? Par le déjà là. La table, la feuille, la fenêtre, l'arbre. Est-ce que c'est de l'écriture? Non, c'est du dessin. Simplement, la main là, en train d'être dans ce travail iconique, les lettres sont aussi, elles jouent en elles-mêmes quelque chose encore, alpha, bêta, de leur origine iconique. Donc l'Acacia commence avec cette chose essentielle chez Claude Simon, et puis qu'est-ce qu'il explore? Bien sûr, les mêmes figures qu'il a toujours explorées. Simplement, plus précisément, à chaque fois, il y a un point d'intensité dans cette masse mémorielle, ce principe de Claude Simon que dès qu'on convoque quelque chose, toute la masse simultanée, toute la masse de mémoire dont on est porteur intervient de façon simultanée. Quel que soit le point précis, justement, on essaye d'attraper, de tenir. Toujours cette question-là de frontière et de réminiscence. Pour lui, 1938... cette fausse guerre, cette mobilisation, et le fait que lui qui, à l'époque, est étudiant aux Beaux-Arts de Perpignan, mais bon, ils ont lâché les Beaux-Arts pour aller se mêler de la guerre civile espagnole, là, personne ne voulait d'eux. Bon, les éléments qu'on trouve tout le temps dans Claude Simon, mais là, ça rigole plus. C'est un ordre de mobilisation. Et l'ordre de mobilisation, 1938, prendre le train à cet endroit. Et le train va de nuit traverser tout le pays avec des arrêts, avec des lumières, avec des appels, avec l'inconfort, avec la promiscuité pour te débarquer vers Nancy ou dans ses casernes. Et pour lui, ce qu'il écrit, c'est qu'en 1913, l'ordre de mobilisation de cet officier qui a déjà commencé sa carrière à Madagascar, qui porte des pantalons rouges et qui partira à cheval, comme lui, Claude Simon, va aussi partir à cheval, reçoit en 1913 le même ordre de mobilisation, 25 ans avant, sur le même trajet exactement pour aller à la même caserne, parce que l'administration militaire a ses pesanteurs, a ses lenteurs. Et donc Claude Simon travaille en permanence sur la superposition de ces deux voyages,
parce que toute son histoire familiale, la mort du père, là, dans les tout premiers de la guerre 14-18, c'est qu'on envoie en pantalon rouge devant les premières automitrailleuses, eh bien, ce sera ce que lui aussi va subir, être à 80 dans un escadron à cheval, et puis se trouver devant les panzers de Himmler, et puis s'il doit la vie à quelque chose, c'est que c'est le cheval qui explose, et que de 80, ils ne sont plus que 3. Lui, c'est parce que le cheval lui est tombé dessus qu'il a survécu. Je simplifie, mais pas tant que ça. En tout cas, ce qui m'intéresse dans l'Acacia, c'est la superposition des 2 voyages de nuit en train. Et le voyage du père, il est imaginé, le sien, non. Vous voyez cette frontière? Je vous ai mis un passage. Alors, le passage que je vous ai mis n'est pas au début du livre, il est en plein milieu. C'est une halte de ce train. Le train est à Lyon, c'est sur la route, vérifiez. Et maintenant, il allait mourir. Il était déjà tard lorsque le train s'arrêta à Lyon. Des employés passèrent, etc. À présent étendu de tout son long dans le noir, peut-être le système d'éclairage n'était-il pas encore raccordé, peut-être était-il en panne. Vous voyez le jeu des parenthèses, le jeu de la longueur des phrases. Je crois que là, tout simplement, le début est sur la deuxième moitié de cette page et la première moitié de la seconde page, c'est une phrase. Ensuite, à présent, était-il étendu? Là, l'autre demi-page, la page entière, 2 pages, 3 pages, puis ça continue. C'est juste une seule phrase. La nuit d'avant, pour Claude Simon, la nuit d'avant la caserne, c'est la nuit du voyage en train. Évidemment, ça triche un petit peu, parce que tout le livre est ce voyage en train. Et juste après, il y a quoi? Il y a l'assaut, l'explosion, ce qui s'appelle la route des Flandres, et qui vient travailler dans tous ses livres. Donc on est quand même dans la nuit d'avant. Et lui, c'est toute la nuit d'avant qu'explore l'Acacia en 380 pages. N'empêche que le thème, vous l'avez, l'idée de Gérard de Nerval. Souvenez-vous, ou relisez l'extraordinaire début de Moby Dick à Nantucket. J'y suis allé moi aussi à Nantucket, exprès. Et puis Golovanov, la nuit dans la chambre d'hôtel, mais écrite après le voyage, pour retrouver qu'est-ce qu'on anticipait du voyage, la nuit d'avant. Et cette nuit d'avant qui est explorée en 380 pages par Claude Simon dans l'Acacia, où pour lui, il s'agit du voyage en train. Mais le voyage commence après l'arrivée. C'est pas le voyage en lui-même qui est simplement se rendre à la caserne. Le voyage, c'est la guerre. Voilà, avec tout ça, je pense qu'on peut attaquer nous. Si je résume, la nuit d'avant, et le texte est double. Le texte est double, oui, parce que vous savez, si vous écrivez 2 voyages, si vous écrivez un double voyage, vous savez ce que vous écrirez depuis la réminiscence ou ce que vous écrirez depuis l'anticipation. Et là, le défi, il est pour vous, pas pour moi. Comment vous allez vous débrouiller pour que nous, on ne distingue pas l'un de l'autre, même si on lit les 2 voyages, le double voyage. Allez, il est parti ce cycle.